Bonjour et bienvenue au webinaire Physique cliquable, partie 2, électromagnétisme. Alors, si vous avez des questions à propos du webinaire d'aujourd'hui, vous pourrez envoyer vos questions ou commentaires, positifs ou négatifs, pour peu qu'ils soient constructifs, à l'adresse info@maplesoft.com et dans le sujet mettre entre crochet physique cliquable pour que je reçoive le message le plus rapidement possible. Alors, la physique cliquable, alors, qu'est-ce qu'on entend par cliquable? Eh bien, c'est l'utilisation d'éléments graphiques à l'écran qui nous permet de cliquer sur eux et de produire une action qui va nous permettre de faire des calculs sans utilisation de la syntaxe de Maple en pointant cliquer. Par exemple, nous avons les palettes que nous trouvons de chaque côté ici, comme ceci. Nous avons l'éditeur de maths 2D qui nous permet d'écrire comme les mathématiques comme nous pouvons les voir dans les livres. Vous avez les menus contextuels. Alors, si vous cliquez le bouton droit de la souris sur un objet de Maple, dans ce cas-ci X au carré, eh bien un menu contextuel va s'ouvrir et vous permettre de faire des actions qui sont ici listées et qui dépendent de l'objet sur lequel on a cliqué. Nous avons des outils. Par exemple, si vous venez dans le menu outils ici, vous avez des assistants sur différents sur différents objets qui sont ici. Vous avez les applications mathématiques, différents tuteurs qui permettent de vous pratiquer pour mieux apprendre certains objets que vous avez appris, comme nous allons voir entre autres les gradients, l'analyse de courbes sur les variables complexes, etc. Et vous avez des tâches qui vont vous permettre ici, si vous cliquez sur naviguer, vous avez toutes les tâches qui sont ici. Bon, je peux choisir n'importe lequel. Alors, par exemple, dans Algèbre, vous avez ici une tâche qui est déjà pré-construite. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur insérer le menu minimal. Et de cette façon, vous allez avoir ce carré qui est ici. Vous allez entrer la fonction qui vous intéresse et automatiquement Maple, en cliquant ici, va faire le calcul pour compléter le carré. Nous allons en utiliser tout à l'heure et je vais vous en montrer. Nous avons des chargements de package qui sont aussi dans le menu outils. Ces packages sont des ensembles de macro-commandes spécialement construites pour faire des choses sur des sujets bien précis, dépendant des sujets. Alors, par exemple, si nous travaillons avec des vecteurs, il va être intéressant de charger ce package-là qui va nous donner accès à des macro-commandes supplémentaires que sur celles qui sont déjà chargées par défaut lorsque nous démarrons Maple. Et nous allons en utiliser aujourd'hui aussi durant le webinaire et je vous montrerai qu'est-ce qu'il y en est. Des menus pop-up cliquables qu'on appelle et manipulateurs d'équations qui vont être intéressants. Alors, sans plus tarder, allons voir ce que ça donne la physique cliquable. Commençons par un problème, disons, sur la loi de Coulomb. Alors, dans l'exemple suivant, nous avons 3 charges placées au sommet d'un triangle rectangle. Et on veut calculer la force de la charge 1 sur la charge 3 et la force de la charge 2 sur la charge 3. Et calculer la force résultante sur cette force. Donc, la solution se fera de la façon suivante. Alors, parce que nous avons des charges qui sont placées dans un plan cartésien, l'utilisation des vecteurs va être très appropriée pour résoudre ce problème. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc charger le package calcul vectoriel étudiant. Charger calcul vectoriel étudiant. La différence entre celui-ci et celui-là est tout simplement le fait que dans le package attitré étudiant, il y a plus de tuteurs qui vous permettent de travailler sur des concepts précis.
Alors, c'est l'avantage d'utiliser la section étudiant. Alors, ça ne semble pas avoir chargé. On recommande. Bon, il est chargé. La preuve, c'est que si vous venez dans Outils, décharger un package, alors vous voyez bien que le package est effectivement là. Et si je clique ici, le package va être retiré de Maple. Maintenant, nous allons assigner les valeurs connues. Ici, j'ai besoin de la constante mu, à cause des charges qui sont en microcoulombs. Alors, ici, c'est une région d'édition de code que j'ai mis. Dans Insertion, région d'édition de code. Quand vous cliquez sur ce bouton, alors ici, je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que j'ai mis. Alors, dans la première ligne, j'ai mis un dièse, le dièse signifiant que ce qui est marqué après ne sera pas imprimé, ni exécuté. Et ça nous permet de marquer le nom, donner un nom à la région d'édition de code. Alors, j'ai chargé k égale 9 à la 9 et mu qui est 1 à la moins 6. Alors, je réduis la région d'édition de code. Je clique dessus et on voit apparaître dans la palette variable effectivement ce qui est assigné. Je peux mettre ici en surbrillance la valeur des charges qui m'intéressent, qui sont données dans le problème. Je clique ici sur le point d'exclamation qui veut dire d'exécuter les groupes sélectionnés. Si vous cliquez ici, ce sera toute la page entière qui sera exécutée. Maintenant, dans Maple, lorsqu'on veut écrire un vecteur, on utilise les crochets comme ceci. Donc, j'ai la position pour R1, des chevrons, pardon, qu'on appelle. Alors, j'ai R1, R2 et R3, j'ai mis en surbrillance et que j'exécute. Alors, vous voyez que tout est donné sous forme de vecteurs, avec les vecteurs unitaires X, Y. Et il n'y a pas de Z dans ce problème-ci. L'angle est tout simplement donné par l'arctangente de 4 tiers. Alors, Maple donne la valeur exacte. Et si vous voulez avoir la valeur en décimale, vous venez dans l'approximation, dans le menu contextuel. Et voilà, ça donne 0.93 radians. Bon, pour calculer les deux forces, alors j'ai besoin de trouver un vecteur qui donne la distance entre les deux charges, dans ce cas-ci la charge 1 et la charge 3. Alors, c'est ce vecteur. Maintenant, je vais le normaliser parce que je ne veux pas qu'il intervienne dans le calcul de l'intensité de la force, mais j'en ai besoin pour l'avoir comme vecteur directeur, si on peut dire. Alors, je vais le normaliser. Alors, menu contextuel, en cliquant droit sur la souris. Et je viens dans normaliser. Et on normalise en euclidien, comme ceci. À partir de là, vous voyez que c'est l'équation 2.1.10. Alors, voici la relation que vous connaissez bien pour la force entre les deux charges. Alors ici, je vais entrer en faisant CTRL L 2.1.10, comme ceci. Donc, ceci va me donner la direction. Et dans la palette disposition, vous avez ici la norme. Alors, j'ai déjà cliqué dessus pour le faire apparaître ici. Alors, j'entre 2.1.10. Et voilà. J'ai l'équation qui me donne la force et sa direction. Deux valeurs négatives, naturellement, parce que 1, la charge 1 négative, la charge 2 positive. Alors, le vecteur que j'ai tracé ici, donc, est du mauvais côté. Et il est plutôt dans ce sens-ci. Nous allons continuer pour la force, pour la charge 2. Alors, je refais les mêmes choses. Je normalise le vecteur. 2.1.13. Je viens ici, CTRL L 2.1.13. Comme ceci. Et je mets la valeur entre les deux. Et voilà, donc j'ai les deux forces. Et dans la deuxième partie, nous demandons de calculer la force totale, donc la force résultante.
comme ceci. Donc, c'est les deux vecteurs. Et c'est 2.21, vous voyez. Alors, tout à l'heure, ici, les valeurs, c'était marqué point d'interrogation, mais d'habitude, comme vous pouvez voir dans le cas présent ici, généralement, quand vous réexécutez, les points d'interrogation sont supposés être remplacés par l'étiquette donnée à cette équation. Alors, ça a comme norme ceci, 0.42 newton, et l'angle que fera le vecteur va être ceci. Vous voyez, ça c'est la valeur exacte, et je demande avec le menu contextuel d'évaluer à 5 chiffres, et ça donne cette valeur-là. Alors, il faut bien vérifier, moins 0.84 radians, et la direction du vecteur résultant que nous avons calculé ici. Et maintenant, nous allons aller dans le champ électrique. Et nous allons faire le problème suivant. Alors, on projette un électron au milieu de deux plaques qui sont chargées et espacées de 2 cm. Entre les deux existe un champ électrique de 100 N par coulomb. Et on veut trouver la vitesse initiale de notre électron pour que lorsqu'il va traverser les deux plaques, il puisse sortir en frôlant l'extrémité droite supérieure ici. Alors, vous connaissez les équations pour le E, le champ électrique. Ce qui nous permet d'écrire que si F égale QE, donc MA égale QE, ce qui nous permet d'isoler pour A, et nous pouvons écrire l'équation du mouvement de la particule par l'équation que nous connaissons déjà, en remplaçant A par la valeur que nous avons ici. Maintenant, nous connaissons l'équation et la valeur de l'accélération. Nous allons travailler avec des vecteurs encore une fois. Donc, pour ce faire, je vais charger le package calcul vectoriel étudiant, comme ceci. Et lorsqu'il est chargé, vous pouvez toujours venir cliquer ici, de cette façon, et ça va vous donner l'aide sur le sujet. Alors, vous allez avoir la liste de toutes les fonctions qui sont chargées lorsque vous utilisez, quand vous chargez le package calcul vectoriel étudiant. Ok, alors ici j'ai encore une région d'édition de code. Dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, j'ai mis la valeur de la charge, la masse de l'électron, la charge de l'électron ici qui devrait être Q. Je charge avec la commande WIT et le package calcul vectoriel étudiant et le package graphique que vous pouvez trouver, qui sont ici. Alors, j'ai le package de calcul vectoriel étudiant et je vais avoir en même temps le package graphique ici. Ce qui fait en sorte que je n'aurai pas à charger individuellement les packages. Alors, en cliquant dessus, vous allez voir apparaître dans la palette variable les deux valeurs. Et si vous venez dans Outils, décharger un paquet, vous voyez qu'effectivement, les deux packages calcul vectoriel et graphique ont été chargés en même temps. Bon, nous connaissons que le champ électrique est de 100. Nous avons l'équation ici, alors j'ai marqué A sous forme vectorielle, d'où l'utilisation de chevron. Alors voici le A, n'ayant uniquement qu'une composante verticale, ici, EY. Donc j'assigne l'accélération à Y en étant la norme de A, comme ceci. Et j'utilise l'équation que nous connaissons bien. La vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré, plus 2 fois l'accélération. Et je vais faire la chose suivante, c'est quelle va être la vitesse en Y lorsque la particule, si on s'occupe uniquement de la composante Y, alors supposons qu'on ne bouge pas l'électron ici en X, donc l'électron va monter vers la plaque en haut,
Donc, il doit franchir à partir de 1 cm jusqu'à 2 cm. Alors, quelle va être la vitesse finale? C'est ce que va nous donner cette équation ici. Alors, voilà. J'ai dans la palette des favoris mis radical. Alors, cette palette des favoris, vous pouvez la construire naturellement. Dans ce cas-ci, elle se trouve ici. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est que vous cliquez droit et voyez, ajouter à la palette des favoris. Et en cliquant ici, elle se retrouve dans la palette de vos favoris. Alors, j'ai cliqué ici et le A est un espace réservé et j'ai pu écrire ma valeur de A, de la valeur que je veux soustraire à la racine. Donc, c'est l'équation 2, 4. Alors, voici la vitesse en Y. Je l'assigne en utilisant la commande 2.égal, donc je l'assigne à VY. En faisant ceci, le pourcentage signifiant la dernière équation utilisée. Alors, c'est une façon de procéder, mais vous pouvez prendre le menu contextuel tout simplement, comme ceci, et dire que vous allez l'assigner à un nom, comme ceci, et le nom va être DY. OK. Et voici, et effectivement, si vous mettez DY, vous voyez, ça a bel et bien été assigné, et effectivement, on le retrouve dans la palette variable. L'assignation a été faite. À partir de ce moment-là, combien de temps sera nécessaire pour parcourir ce 1 cm? Nous allons utiliser l'équation bien connue. Nous devons isoler pour la valeur de t. Alors, on vient dans résoudre. Vu que c'est une équation linéaire, nous allons tout simplement prendre isoler pour l'expression de t, comme ceci, et nous allons l'assigner à t. Donc, assigner un nom, parce que dans ce cas-ci, vous avez t égale. Donc, le nom de l'assignation est déjà inclus, donc on prend assigner un nom, comme ceci. Vous auriez pu faire avec la commande assign, qui veut dire assigner le résultat précédent, qui était celui-ci. Et, au bout du compte, t est bel et bien assigné, on le retrouve aussi dans la palette variable. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce qu'il y en est pour x. Pardon. Dans ce cas-ci, pendant ce 3.37 à la moins 8 secondes, l'électron va parcourir une certaine distance de 2 cm. OK. Quelle va être sa vitesse? Ça va être ceci. Nous allons encore une fois isoler pour VOX en venant ici dans résoudre, isoler l'expression. Ou nous pourrions faire ceci en utilisant les menus pop-up. Nous pourrions tout simplement mettre en surbrillance ce terme-là. On se déplace un peu et un menu pop-up va apparaître. Et là, pour l'instant, je viens de le mettre ici. Bon, malheureusement, donc nous allons tout simplement aller le chercher. Alors, résoudre, isoler l'expression pour VOX. Comme ceci, nous allons l'assigner à VOX. Assigner un nom. Et voilà. Et effectivement, VOX est assigné. Et on le retrouve dans la palette des variables. Donc, le vecteur vitesse va être donné par ceci. Et l'angle à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où, théoriquement, l'électron va sortir ici, l'angle que va former le vecteur vitesse par rapport à l'horizontale va être donné par notre équation d'arc-tangente, comme ceci, 0.7854, et en utilisant l'équation convert, avec l'argument degré pour convertir en degré, parce que par défaut, mes pôles travaillent toujours en radian. Donc, θ est assigné, je vais demander de convertir en degré. Va apparaître le terme de pi. Donc, nous devons utiliser l'approximation pour avoir la valeur en décimale, comme ceci, et à fin pratique, c'est 45 degrés. Bon, maintenant, nous avons fait le calcul, mais sommes-nous certains que c'est bel et bien là que l'électron va sortir et va bel et bien passer à l'extrémité supérieure? Alors, pour ce faire, nous allons tracer la trajectoire de l'électron. Alors, parce que nous allons tracer, faire des graphiques, nous devons désassigner t
Alors, voici une façon. Vous marquez T, 2 points égal et entre apostrophe, marquez le T, ce qui va défaire l'assignation. Ou vous venez dans la palette variable, tout simplement, vous cliquez dessus, vous faites désassigner. Et maintenant, si je vérifie, on voit que T n'est plus assigné à rien. Et ça va être notre valeur pour tracer les graphiques. Alors, première chose que je fais, c'est que je veux tracer le dessin qui est là, ici. Alors, je vais avoir la plaque en bas, je veux tracer la plaque en haut, et ensuite, je vais tracer la trajectoire de l'électron pour voir si bel et bien ça va sortir ici. Alors, pour ce faire, j'écris les 2 points pour la plaque d'en bas. Alors, vous voyez que ça part à 0, 0 et ça va jusqu'à 2 cm,0 en Y. Alors, voici la plaque. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi je fais une assignation à P1. Alors, pour l'instant, je vais l'enlever, comme ceci. Je vais enlever les 2 points à la fin, parce que je vous rappelle que si vous faites, par exemple, 2 plus 3, ça va marquer 5. Mais si vous mettez 2 points à la fin, le résultat est calculé, mais il n'est pas affiché. Ceci va avoir une grande importance dans ce que nous allons faire maintenant. Alors, si je trace avec la macro-commande plot, la plaque 1, qui est en fin de compte 2 points, alors Maple va savoir que c'est 2 points, je lui demande de le tracer sur un intervalle de 0 à 3 cm et de 0 jusqu'à 2 cm. Le 3 cm, c'est pour voir où va être la particule après avoir frôlé l'extrémité. J'ai mis une épaisseur pour la plaque et une couleur. Oui. Alors, si j'exécute, eh bien voilà, nous avons la plaque qui est en bas ici. Voyez-vous? Alors, ce que nous voulons faire, c'est la chose suivante. En mettant un 2 points, le graphique n'est pas dessiné. Maintenant, nous allons faire la plaque 1, la plaque 2 et la trajectoire de la particule, donc 3 graphiques différents. Et pour pouvoir mettre les 3 graphiques ensemble, nous allons utiliser la commande display qui fait partie du package graphique, plot en anglais. Donc, pour afficher les 3 en même temps, nous allons tout d'abord les assigner à des valeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait P1 pour l'assigner et j'ai terminé par un 2 points pour ne pas afficher le résultat. Et on voit ici, dans la palette variable, j'ai P1. Et si je regarde que P1 ici, pardon, et si je regarde ce que c'est, on va voir que c'est effectivement la plaque de tout à l'heure. OK? Je définis la plaque supérieure, comme ceci. Je l'assigne au deuxième graphique. Et je peux vérifier encore une fois que c'est bel et bien ce que nous avons. La plaque en haut. Voilà. Donc maintenant, nous devons tracer la trajectoire de l'électron. Alors, on utilise l'équation du départ. Il n'y a pas d'accélération en X, donc c'est cette équation. Ceci, c'est l'équation en Y. Et nous allons tracer cette trajectoire. Pour ce faire, je mets en forme de liste, d'où l'utilisation de crochets. Je mets en forme de liste Rx, Ry. Nous pouvons venir dans le constructeur de graphique. Donc ceci, graphique. J'aime bien utiliser le constructeur de graphique parce que ça nous permet de travailler sur les options et toutes ces choses-là. Alors, le temps, c'est de 0 jusqu'à 4 à la E-8, ce que nous avons trouvé tout à l'heure. Et vous voyez, si j'appuie sur Aperçu, voilà la trajectoire de l'électron. Donc, je peux finir en cliquant graphique. Il y a notre trajectoire. Et ce que je vais faire, ce résultat graphique, je vais l'assigner à PQ. Vous voyez, j'assigne à la dernière sortie étant le graphique. Je l'assigne. Et maintenant, nous avons P1, P2 et PQ. Et j'utilise la fonction display pour afficher les 3. Et voilà, on voit que bel et bien, l'électron est à 1 cm, franchit les 2 cm et passe exactement en haut et effleure la plaque supérieure.
Donc, nos calculs ont été corrects parce qu'on obtient exactement ce qu'il fallait. Bon, maintenant, nous allons continuer. Nous allons aller dans peut-être celui-ci. Donc, nous avons deux tiges de longueur L égale 1 mètre. Alors, je devrais marquer ici un L minuscule. L égale 1 mètre. Qui sont séparés par une distance d'1 mètre. Et nous voulons calculer le champ électrique au point P, qui est ici. Alors, je pourrais, par exemple, sur cette image, vous voyez, apparaît dessin. J'appuie sur texte et je viens mettre une région ici. Je marque P. Et voilà, c'est le point P. Et il est situé à 0.7 mètres de la tige gauche et 0.3 mètres de la tige droite. Donc, ils sont séparés d'une distance d'1 mètre. Les deux ont une densité linéaire donnée. Que sera le champ électrique au point P? Alors, j'assigne K comme étant 9 à la 9. La densité linéaire pour la première tige à gauche est 3. Maintenant, je prends un élément de cette tige avec une densité linéaire connue et je regarde quel sera le champ électrique produit par cet élément sur le point P. Donc, cet élément de champ électrique sera donné par K lambda 1. Sur la distance de cet élément, la distance va être 0.7 mètres, plus l'intervalle qui est ici, et cet intervalle est donné par L moins X, d'où L moins X plus le 0.7. Okay. Et maintenant, je trace une autre droite, comme ceci, comme ça. Eh bien, si je regarde la distance entre ici et là, alors, je veux tracer une droite d'une autre couleur entre les deux, disons rouge. Alors, si je regarde la valeur de l'angle entre les deux ici, et ici, à l'extrémité, eh bien, nous savons que même si la distance augmente avec la longueur des lignes, nous savons très bien que malgré tout, l'angle θ va rester invariant. C'est le même 10 degrés, autant ici qu'ici, et si on sait à 20 km plus loin, malgré la distance impressionnante que nous allons avoir, reste que c'est encore 10 degrés. Donc, c'est un genre d'invariant dans la mesure des angles. Eh bien, effectivement, dans mes pôles, pas dans mes pôles, pardon, mais en 3D, il existe aussi cette notion d'angle qu'on appelle l'angle solide. Alors, supposons que j'ai une sphère et je prends un élément de surface ds, ici en mauve. Cette surface est prise à un rayon R de la sphère mauve. Alors, là, je mets mauve, ça c'est violet, de ça. Et si je prends une sphère plus grande, de rayon R', la sphère va être plus grande et va couvrir un élément ds plus grand. Mais on voit bien qu'il y a une certaine invariance dans l'angle que nous allons avoir ici. Et en 3D, cet angle-là, on appelle l'angle solide. Alors, on voit que c'est un invariant. Par exemple, si ce R' est égal à K fois R, une certaine valeur de K réel, donc ds' va être, vu que c'est pi R carré, va être donc K au carré ds. Et nous allons pouvoir réaliser la chose suivante, c'est que ds' sur R' carré, si je remplace les valeurs, c'est K carré ds sur K carré R. Voyez-vous? Donc, ça va être que ds sur R carré est égal à ds' sur R' au carré. Donc, c'est ce que nous définissons comme étant en 3D l'équivalent de l'angle en 2D. On appelle ça l'angle solide, et généralement on lui associe le terme oméga majuscule. Donc, l'élément d'angle, d'oméga, va être égal à ds sur R carré. On se rappelle qu'en cartésien, ds va être dx sur dy. En cylindrique, nous avons que ce ds sera r dθ dz. En sphérique, nous savons que ça va être r dθ, r sin θ, dφ.
d'où, en multipliant les deux R, ds en sphérique va être R carré sin θ d phi. Donc, nous avons l'élément ds. Donc, j'ai remplacé ds qui est ici par le terme qui est ici. Donc, c'est ceci. Alors, les R carrés se simplifient. Donc, il me reste à faire une intégrale double sur dθ et dφ. Bon, on voit tout de suite que si on fait l'intégrale de dφ, ici, ça va donner 2π. Alors, j'ai le 2π ici. Il va rester l'intégrale de 0 à π de sin θ. Je multiplie par 2 fois, et là, je fais de 0 à π sur 2 pour éviter que ça donne 0 parce que je fais un tour complet. Et voici l'angle oméga pour une sphère au complet est égal à ceci. J'exécute. Et voilà, l'angle solide d'une sphère complète est de 4π. Et effectivement, si je regarde la surface d'une sphère, c'est 4π r carré. Et je divise par r carré, ça va donner 4π. Si on regarde maintenant la définition du flux électrique, nous savons que c'est E scalaire ds. Alors E, c'est K sur 4π epsilon 0. Et il y a un R carré qui est ici, mais je l'associe avec le ds, donc ça fait ds sur R carré. Vous reconnaissez que le terme ici, c'est dφ, d-oméga, pardon, l'angle solide. Donc le flux électrique total pour une sphère complète va être tout simplement Q sur 4π epsilon 0 fois l'angle solide complet qui est 4π. Et vous remarquez que le flux électrique donne donc comme résultat Q sur epsilon 0, ce qui est bel et bien le théorème de Gauss. Alors, nous savons donc que dans le terme suivant, E 4π r carré est égal à Q sur epsilon 0, comme ceci. Nous allons isoler l'expression E. Alors, résoudre, isoler l'expression pour E. Ça donne ceci. La charge vaut ceci comme constante. Et nous avons que le rayon est 5 Armstrong. Alors, j'ai été ici dans la palette unité. Alors, l'Armstrong n'est pas donné comme tel, mais si vous faites la commande suivante, vous allez voir l'aide sur Unit. Vous allez avoir une description de toutes les unités qui sont reconnues par mes ports. Et de cette façon, vous allez vous apercevoir que Armstrong, c'est A majuscule 0. Donc, voici le résultat. Et si on veut savoir ce que ça donne en mètres, alors, parce qu'il y a une unité d'assignée, tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre le menu contextuel, unité, remplacer les unités, mais pour moi, d'emblée, le choix par défaut en mètres. Et voilà, ça donne ceci. Donc, R, c'est 5 à la moins 11. Alors, le champ va être, maintenant que E a été isolé ici, s'il n'a été isolé, j'ai oublié de l'assigner un nom. Alors, je vais l'assigner ici. Donc, assigner un nom, E. Et je peux mettre la valeur ainsi de E, qui donne ceci, et en valeur décimale. Voilà le champ électrique en utilisant le théorème de Gauss et l'angle solide à cette valeur. Ok, maintenant nous allons aller dans la notion de potentiel électrique. Excusez-moi. Ok, soit une charge Q située dans un plan cartésien à une position RQ. Nous savons que cette charge va produire un champ électrique et nous voulons trouver la valeur de ce champ à une position R quelconque et montrer que le champ électrique est dérivé d'un champ scalaire. Alors ici, j'ai fait un bref résumé de ce que nous avons trouvé jusqu'à date, ce que vous savez déjà jusqu'à date, et c'est uniquement pour souligner le fait qu'il y a une ressemblance assez troublante entre ce qui s'appelle gravitationnel et électrique. Si vous
comparez toutes les équations ensemble. Vous avez le flux gravitationnel qui est donné de cette façon. Même chose ici. Vous voyez, alors c'est assez étonnant de voir la ressemblance entre toutes ces équations. Alors ça, c'est un bref résumé. Nous allons voir un opérateur assez intéressant. Alors, dans l'initialisation qui est ici, je vais charger le package calcul vectoriel étudiant, le package graphique. Et en plus, pour ne pas avoir, ici, le basis format, c'est plutôt d'afficher, comme nous avons vu jusqu'à date, les vecteurs avec une valeur et le EX, et une valeur le Y, et ainsi de suite. En mettant basis format false, nous allons avoir plutôt des vecteurs colonnes. Et ici, nous allons nous assurer avec cette commande que nous allons travailler uniquement avec les valeurs réelles. Alors, un coup ça c'est fait, j'appuie sur... Vous voyez, donc l'initialisation a été faite, les packages ont été chargés comme le confirme ici. Voilà, alors, j'ai une charge Q, et je regarde à un point quelconque. Donc, le champ électrique va être vectoriel de cette façon-ci. Donc, de l'équation du potentiel électrique, nous savons que un élément de potentiel va être le produit scalaire, le négatif du produit scalaire de E dr. Alors, si je regarde le terme de droite, considérant le produit scalaire, nous allons avoir que l'élément X et l'élément Y du champ, voyez-vous, et si je prends le dr et je le descends ici, ça va donc être que EX est égal à moins dV sur dx et EY va être moins dV sur dy, où E est une équation vectorielle, un champ vectoriel, et V est une fonction scalaire. Donc, si je regarde le E scalaire dr, nous pouvons le réécrire comme étant dx, dy, que j'ai mis entre parenthèses, une sorte d'opérateur appliqué sur V fois dr. Donc, entre parenthèses, c'est le terme qu'on appelle un opérateur qui s'appelle nabla, mieux connu sous le nom de gradient. Donc, EDR, c'est le négatif du gradient. Alors, ici, j'ai oublié le moins pour être consécutif avec le moins ici. Donc, c'est le négatif du gradient de V scalaire dr. Alors, cette équation existe et est programmée dans mes pôles. Ça s'appelle gradient parce que j'ai chargé le package calcul vectoriel étudiant. Alors, si je mets une fonction quelconque et je demande à mes pôles de calculer le gradient, j'obtiens ceci. Alors, vous voyez, là, ça affiche en vecteur colonne au lieu d'un vecteur en EX et EY et EZ. Et ça, c'est en cartésien. Et l'opérateur nabla, je l'ai pris dans opérateur ici, le nabla ici, et je l'ai ajouté à mes favoris. C'est pour ça que je l'ai ici. Donc, je peux cliquer ici et mettre dx, et on voit qu'on obtient exactement la même chose. Maintenant, ça, c'est le gradient en cartésien. Je vais vous montrer brièvement si on fixe des coordonnées différentes, parce que par défaut, mais pour si aucun système de coordonnées n'a été fixé, c'est par défaut le système cartésien. Pour fixer un système de coordonnées quelconque, on utilise la macro-commande setCoordinate. J'ai marqué polaire, et ensuite ici, j'ai mis en indice R et θ pour donner le nom des axes. Alors, je fixe en polaire, ce qui m'est confirmé par le résultat ici, et voici le gradient en polaire. Vous voyez que ça, si on compare ça avec ce que nous avons vu tout à l'heure avec l'angle solide, vous avez, c'est R, dθ, dr. C'est une autre façon de s'en rappeler facilement. Je fixe des coordonnées cylindriques. Et remarquez, j'ai, comme nous avions vu, R, dr, dz. Et en sphérique, si je fais le calcul du gradient, j'obtiens, vous voyez, R, donc ça fait R carré, sin phi, dφ, dr. Vous voyez? Alors peut-être j'aurais dû marquer ici θ à la place. Alors disons que si je change les
les valeurs des axes et que je mets phi, comme ceci. Bon, alors je vais voir. Oui, naturellement, faut que je le fasse ici aussi. Hein, parce que quand je fixe et que je donne les noms des axes, je dois les mettre aussi. Alors, si je le fais comme ceci, et vous voyez, nous avons obtenu ce que nous avions utilisé, nous, r θ phi, donc r carré, sin θ, dr, d θ, d phi. Et voilà. Donc, il y a un bon intérêt à utiliser, de trouver cette valeur de champ scalaire. Alors, pardon, nous allons faire un calcul, un exemple. Alors, je fais redémarrer pour effacer tout ce qui est assigné. Je clique sur mon initialisation. Alors, le champ électrique est donné par KQ fois 1. Une charge, j'ai marqué 1 parce que c'est la charge test, que je mets à 1 pour qu'elle n'intervienne pas dans les calculs. Parce que maintenant, sachant que R est donné par X carré, Y carré, le champ électrique sans X va être donné par Q, K, Q et X sur X carré plus Y carré à la 3/2. Et en Y, vous allez avoir ceci. Et pour trouver le potentiel en X, quelqu'un pourrait dire, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est l'intégrale ici. Alors, si j'intègre le champ en X et en Y, et on voit bien que ça donne le négatif du champ électrique, c'est le même, et ça prouve que la fonction que nous venons de trouver ici de potentiel est bel et bien une fonction scalaire, elle ne dépend pas d'un vecteur. Donc, V est égal à, le potentiel est égal à ceci, et en étant en mode cartésien, le gradient va être comme ceci, et nous voyons que nous obtenons exactement la valeur du champ initial que nous avions ici. Alors, si nous voulons faire une présentation graphique de tout ceci, alors je peux faire V ici, je viens dans menu contextuel, constructeur de graphique, et je prends en 2D, et ici on... Ah, ok, je comprends. Pour l'instant, K et Q sont des variables. Alors, je vais les définir en mettant K et Q égale à 1, tout simplement, parce que c'est le dessin qui m'intéresse. Maintenant que l'assignation a été faite, là, je vais avoir le choix. Donc, graphique 2D. Comme ceci. Là, excusez-moi, ça ne me donne pas ce que je veux. Comment ça se fait que je n'ai pas... Graphique. Constructeur de graphique. Excusez-moi, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Alors, je veux prendre, comme j'indique ici, un graphique en 2D, courbe de niveau. En 2D comme ceci. On peut voir un aperçu de ce que ça va donner. Ça donne ceci, donc allons-y pour le graphique. Notez que, parce que c'est un dessin implicite, eh bien, nous n'obtenons pas des belles valeurs. Il faudra augmenter le nombre de points et ça ferait un graphique très élevé, très massif au point de vue de la mémoire. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est la chose suivante. Il existe dans le package graphique une fonction spécialement faite pour ça. Ça s'appelle contour plot, donc des graphiques de courbe de niveau. Alors, je vais mettre V. Pour X va de moins 4 à 4, même chose pour Y. Et on met une séquence C pour donner combien de courbes de niveau nous voulons avoir, qui est donné par le terme qui est ici. Vous voyez, regarde. Contour, donc le nombre de courbes de niveau que nous voulons, comme ceci. Contraint pour avoir des beaux cercles. Et bien, vu que je vais de moins 4 à 4, je mets le nombre de graduation sur l'X étant de 4. Et nous allons obtenir un beau résultat suivant. Et là, on a des beaux cercles. Comme ceci.
Si on veut représenter un champ électrique, alors encore une fois, je vais redémarrer, je vais refaire de l'assignation, l'initialisation, j'assigne mes valeurs. Je suis bel et bien en cartésien. J'ai les valeurs de X, Y et V. Et nous pouvons aller voir dans le menu Aide, ici, Manuel ressources et plus. Et vous pouvez venir ici dans Guide de traçage. Ceci va ouvrir une page dans laquelle vous allez avoir beaucoup de choix pour tracer. Alors, je vous laisse explorer ce chemin-là qui est très intéressant. Et nous allons immédiatement venir dans en utilisant la commande vector field pour EX, EY. Ici, je veux avoir comme sortie le graphique et pas la fonction. Et le reste sont uniquement des options qu'on peut voir si vous allez vérifier dans, par exemple, si vous êtes dans l'aide, plot, virgule, option, vous allez avoir que tous les champs, les options qui sont ici, là, sont décrites dans cette page-là d'aide. Et si je trace le résultat, ça donne ceci, qui donne des vecteurs du champ électrique en tout point, ce qu'on connaît de façon assez classique. Alors, nous pouvons utiliser une autre commande qui s'appelle flowline, mais contrairement à la commande précédente, si vous laissez EX et EY, voici le résultat que vous allez obtenir, une erreur. C'est qu'on dit bien ici qu'il faut que le premier argument soit un champ de vecteur. Alors, je dois définir mon EX et EY comme champ de vecteur, d'où là, je prends uniquement la commande vector field qu'on a vue ici. Okay. Et parce que je ne marque aucune autre option, par défaut, ça va être un champ de vecteur. Alors, je le définis comme ceci. Et là, je peux faire le vecteur, le flow line du champ électrique, okay, centré à 0, 0. Et ça donne le résultat suivant. Okay. De toute façon, la même chose que ce que nous avons vu. Et le graphique, package graphique est en chargé. Oui, déjà chargé, donc je n'ai pas besoin de le charger. Alors, je l'avais mis de toute façon dans la région d'édition de code. Et vous avez la fonction qui s'appelle gradplot, qui donne ceci. Et ce sont les vecteurs gradients de la fonction. Parce que vous savez que le gradient d'une fonction, d'un champ de vecteurs, donne tout le temps la direction dans laquelle le changement va être maximum. C'est ce qui est le cas ici. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire les deux graphiques, le champ électrique, disons, celui-ci, avec le champ de courbe de niveau. Alors, pour ce faire, je vais procéder de la façon suivante. Alors, j'ai mon contour plot pour le graphique de tout à l'heure que j'assigne à PV. Je fais la même chose pour PE. Et j'affiche les deux ensemble. Et vous voyez effectivement que le gradient et le champ électrique est toujours perpendiculaire aux lignes équipotentielles d'un champ de vecteur potentiel. Ok, alors nous devons poursuivre, le temps s'écoule. Alors, soit une charge positive à l'origine, une deuxième positive aussi placée à la position 5,5. Trouver la fonction scalaire qui donnera le potentiel du système et l'équation de champ électrique de ce système. Alors, ceci va être assez simple à faire. Donc, c'est bien graphique. Ou c'est peut-être ma valeur XY qui est trop grande. Non, là, je ne prendrai pas de temps ici. Bon, si j'ai mis ça, c'est parce que ça fonctionnait. Alors, je ne sais pas pourquoi ceci ne veut pas marcher, mais il y a le 5 là-dedans aussi. Peut-être, ouais, c'est ça qui fait la division par 0. Alors, je ne me souviens pas pourquoi j'ai marqué ça.
Donc, ça va être plus pratique de prendre la fonction contourplot qu'on a vu tout à l'heure, avec comme facteur le minimum de V pour 10, que j'ai mis ici. Et là, je peux mettre de moins 5 à 10, il n'y aura pas de problème. Tout le reste, ce sont des options de traçage, comme ceci. Et voilà, le graphique que nous avions ici en 3D. Alors, si je me mets comme ceci, et que j'essaie de le tourner comme ceci. Alors, je vais avoir moins 90. Ici, je vais mettre 0. Ici. Comme ceci. Donc, je mets 0 ici aussi. Comme ceci. Alors, je viens dire 0. Bon, alors voilà. Donc, vu du dessus, vous voyez que ça donne exactement le dessin qui est ici. Comme ceci. Alors, c'est une autre façon de voir le tout. Bon, alors, le reste c'est de l'exploration, mais le temps est avancé. Je vais continuer. Alors, nous allons faire un circuit électrique. Pour faire ces circuits électriques ici, pour faire le problème suivant, alors nous avons un circuit avec des résistances et des batteries, courant continu. Alors, on peut le faire par la méthode des mailles, 2 mailles, ou la méthode des nœuds. Donc, nous avons les valeurs des résistances et de la tension, et on veut trouver la valeur de ces courants dans toutes les résistances par les deux méthodes. Et on veut trouver la tension entre, si on prenait un voltmètre et on mettait un ici à A et l'autre à D, quelle serait la différence de potentiel que nous allons calculer. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé, pour faire le dessin, un des logiciels de Maple qui s'appelle MapleSim. Alors, ce produit Maple est très intéressant. Alors, avec MapleSim, bon, dans mes favoris, comme dans Maple, j'ai mis certains symboles que j'utilise. Et on peut mettre une batterie, comme ceci. Je vais faire une rotation. Ici, je peux mettre une résistance ici. Je fais une rotation. Et ensuite, je rejoins, comme ceci, en mettant ma souris dessus du premier point. J'appuie sur la touche gauche de la souris et je l'amène jusqu'à l'autre, jusqu'à temps que ça soit vert, comme ceci. En cliquant sur l'objet, je peux lui donner, ici c'est marqué CV1, mais je pourrais marquer tout simplement V, comme ceci, et lui donner une valeur de, disons, 10 volts. Pardon. Et ici, j'ai une résistance, que je vais appeler tout simplement R. Et je vais lui donner une valeur de 10 ohms. Alors, vous comprenez que le but étant de rendre les calculs mentaux faciles. Et voici mon circuit est fait. Dans MapleSim, comme dans tout circuit électronique, il doit y avoir un ground. Alors, j'amène un ground ici et je le connecte de la même façon à cette boucle. Voici un système complet et je peux démarrer la simulation. Et pour avoir cette simulation-là, ça serait, comme me dit le message ici, ce serait intéressant que je mette une sonde. Alors, je vais mettre une sonde ici. OK. Alors, je peux l'appeler tout simplement sonde. Et je veux savoir le courant, donc je clique uniquement sur courant. Et voilà, là, je suis prêt pour faire la simulation et voir quel est le courant qui passe dans la résistance. Et on sait ce à quoi on s'attend. Un courant continu, donc des graphiques vont nous donner la valeur qui est 1 ampère. 10 divisé par 10. 1 ampère. Alors voilà ce que j'ai pris. J'ai utilisé ce logiciel MapleSim qui est très pratique. Alors je vais fermer ce document. Et là, nous étions en train de faire le problème 5.4. Alors, nous allons ouvrir 5.4 qui est ici. Alors voici.
Donc, vous reconnaissez les dessins. Vous voyez que c'est des dessins. C'est moi qui ai mis les dessins ici en utilisant les options en haut. J'ai fait les deux mailles. J'ai fait le nœud avec les 3 courants. Et vous remarquerez qu'en mettant des sondes alentour, ici, pour avoir le courant dans différentes résistances, ici, 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 vous voyez, courant, parce que j'ai coché uniquement le courant, ça va. Maple automatiquement évalue que les courants dans les résistances, c'est-à-dire le courant à l'endroit où la sonde est mise, va être dans cette direction-là. OK, donc, j'ai mon ground, j'ai toutes mes sondes, alors je vais démarrer la simulation. Et on obtient que la sonde 1, alors si je déplace un peu le graphique, donc nous voyons que la sonde 1, c'est pour la résistance R2, donc c'est un courant de 1, de 2, pardon, pour la 1. Je regarde pour la deuxième sonde, ici j'ai un courant de 3, donc en R4 c'est 3. Si je regarde ensuite le courant qui va passer ici, donc ça c'est mesuré par la sonde 5. Alors je descends à la sonde 5, ça donne 1. Donc dans la résistance R5, nous avons un courant de 1 qui va passer. Et si je regarde dans R1 ça va être la sonde 1, 4, pardon. 4, alors j'ai la sonde 4 et ça me donne moins 2 dans R1. Moins 2. Alors voilà. Alors, R3 ici c'est R3 c'est la sonde 5 on a dit. C'est ça, donc c'est 1. R3 c'est 1. OK, allons comparer maintenant avec des calculs dans Maple. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Alors, j'utilise les conventions signes suivantes. Pardon. Quand je passe de A à B, dans le même sens que le courant, c'est une perte de tension. De A à B ici, c'est un gain de tension. Si je vais de A à B et que le courant est sens inverse, c'est un gain de tension. Et ici, c'est une perte de tension. Alors, utilisons les deux méthodes. Alors ici, ne jamais oublier que le I majuscule, c'est dans Maple, parce que Maple travaille toujours en considérant que les nombres sont des nombres complexes. Alors, le I majuscule est attitré. Vous voyez, si je fais I carré, ça donne moins 1. C'est le cas des nombres complexes. Je vous donne gratuitement ici un truc mémotechnique qu'on m'a montré en secondaire 4. Et vous voyez qu'après quelques années, je m'en souviens encore. Alors, par exemple, la tension, c'est R fois I. La résistance, c'est E divisé par I. Même chose pour la puissance. Voilà. Donc, j'ai mon circuit. Dans la région d'édition de code, j'ai mis toutes les valeurs des résistances et de la tension. Alors, je l'exécute. Vous voyez, alors, dans la palette variable, tout apparaît. Et nous allons utiliser la méthode des nœuds. Alors, la méthode des nœuds nous dit que, par exemple, dans le nœud qui est ici, E3 plus E2 va donner 1. Donc, c'est ceci. Maintenant, je veux intervertir, alors je vais tout simplement mettre en surbrillance. Un menu pop-up va apparaître. Je change de côté. Et voici, donc, 1, c'est I3 plus I2. Bon, la méthode des nœuds nous dit que pardon, pour le trajet F, A, B, E, F, alors je vais démarrer ici. Donc, I1 dans ce sens-là. Donc, ici, c'est une perte. Donc, c'est I1 moins I1 R1 plus V1 moins I1 R2 moins I1 R3 moins V2. Alors, voici ma première équation. Alors, on voit que de cette façon, nous avons I1 et I3. Alors, ce que je vais faire, je vais substituer la valeur de I1, qui est I3 et plus I2. Donc, je vais venir ici, donc, CTRL-L, donc c'est l'équation 2.2.3. Comme ceci, je substitue, alors avec ma commande subs. Alors, substituer I1 est égal à ceci dans l'équation 2.2.4. Et voilà, ça me donne une équation et deux variables. Je fais pour le deuxième nœud maintenant.
Alors, c'est pour la trajectoire E, B, C, D, E. Alors, si je commence à E, je vais avoir plus V2, moins, plus I3, parce qu'ici, le courant en I3, et je vais dans cette direction-là, donc c'est un gain, donc c'est plus I1 R3, ici. Ici, c'est I2 qui va dans ce sens-ci, donc je vais avoir moins I2 R4, moins I2 R5, plus V3. Alors, c'est ce qui est marqué ici. Comme ceci. Donc, voici une deuxième équation, deux inconnus, les mêmes, I2 et I3. Donc, je fais un ensemble des deux équations. Et parce qu'il n'y a que deux inconnus, nous allons venir dans Résoudre, et nous allons cliquer sur Résoudre. Et voici les deux valeurs pour I1 et I3. Alors, nous avons donc I2 est égal à 3, I3 est égal à moins 1. Donc, d'après notre définition, I1 va être égal à I3 plus I2. Donc, I3 plus I2, ça donne 2. Alors, si on compare avec ce que nous avons obtenu tout à l'heure dans le graphique, alors on avait que dans R2, passait un courant, ici, ça passait un courant de 2. Donc, c'est le courant I1. Et on vient de trouver qu'effectivement, I1 est égal à 2. Dans R3, nous avions un courant de 1. Alors, c'est I3. Et I3, c'est ça, c'est 1. Ici. Mais je vous rappelle que dans le dessin que nous avions, pour I3, donc ça, c'était la sonde... nous allons revenir dans MapleSim. Donc ici, vous voyez, le courant était vers le haut pour R3 et nous avions obtenu 1. Mais vu que moi, par définition, mon I3 est vers le bas, alors c'est normal que je doive marquer que dans mes calculs, j'obtienne que I3 vaut moins 1. Vous voyez? Et pour tout le reste, donc, on voit qu'avec MapleSim, nous avons obtenu la même chose avec la méthode des nœuds. Si je le fais par la méthode des mailles, alors ici j'ai deux mailles, 1 et 2. Et là, pour ne pas se mêler, je vais prendre un I minuscule. Donc, la première maille, je commence ici. Alors, je vais avoir à gauche, si je fais le tour, c'est plus V1, moins V2. Et à droite de l'égalité, je mets I1 R1, I1 R2, I1 R3, mais je dois soustraire la maille 2 ici qui passe dans l'autre sens, donc moins I2 R3. Ce qui me donne la première équation ici. Deux courants. Si je fais la deuxième maille, alors si je pars ici, je vais avoir au niveau des tensions plus V2, plus V3. Et à droite de l'égalité, je vais avoir I2 R3, mais il y a la maille 1 qui fait moins I1 R3. Alors c'est ce que j'ai marqué ici, plus I2 R4, plus I2 R5. Voilà, j'ai fait le tour complet. Comme ceci. J'ai donc un ensemble des deux équations. Vous voyez, dans ce cas-ci, les points d'interrogation étaient remplacés par les bonnes valeurs d'équation. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure ça ne l'a pas fait. Comme ceci, et avec le menu contextuel, j'ai choisi Résoudre, et nous obtenons les deux valeurs qui nous intéressaient. Donc, si on vient à la résistance R3, donc dans R3, c'était I3 qui était moins 1. Alors, moins 1 dans cette direction-là. Comme ça. Donc, si je regarde ici, c'est I2 moins I1. Alors, si je regarde I2 moins I1, ça donne 3 moins 2, donc 1. Exactement ce que nous avions trouvé tout à l'heure dans R3, par la méthode des nœuds. Alors, voici un circuit que nous avons fait en courant continu. Nous allons maintenant aller dans champ et force magnétique. Et nous allons nous attaquer à ce problème. Alors, j'ai un proton qui est accéléré par un champ électrique. Et après l'accélération dans ce champ électrique, arrivé ici, le proton entre dans un champ magnétique sortant de l'écran ici et va donc décrire une boucle, un rayon. Et nous voulons calculer quelle est l'intensité du champ électrique pour accélérer la particule, le proton, pour avoir une valeur de vitesse juste avant d'entrer dans le champ de 4.6910 à la 6, en tenant compte du fait que le champ magnétique est de 0.35 Tesla, quel sera le rayon du cercle et sa période.
OK, alors, vous remarquez qu'à chaque fois que je redémarre j'ouvre une nouvelle feuille, toutes les valeurs des feuilles précédentes ont été annulées, et ça, vous pouvez le faire en utilisant dans le menu, si vous venez dans Options ici. Voyez, vous choisissez ici, à chaque fois que vous créez un nouveau document, on crée un nouveau moteur pour chaque document, donc tout va être toujours mis à zéro et on est prêt à travailler avec des nouvelles valeurs. Allons-y. Alors, je vous rappelle la règle de la main droite. Des équivalents de Tesla sous différentes valeurs. Ici. Et un truc mémotechnique que j'aime bien, qui m'a servi beaucoup durant mes études. Alors, vous marquez sur un papier IJK, vous laissez un espace entre chaque, et vous déplacez le I, et toutes les autres par conséquent vers la droite, parce que c'est la règle de la main droite. Donc, si je déplace le I, il vient ici. Donc, le J se tasse à droite, et le K revient au début. Je tasse le I encore une fois. Donc, vous voyez, le J qui est ici devient là, le K se tasse ici. Et là, vous marquez multiplier, 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 égal, égal, égal. Et vous avez la règle de la main droite automatiquement, en sachant que si vous intervertissez I avec J, ça donne moins K. Même chose pour le reste. Naturellement, je n'ai pas appris ça en secondaire 4. Alors, les données, la masse du proton, la charge du proton, sa vitesse et la valeur du champ magnétique. Alors, ils sont tous définis. Encore une fois, de la relation F égale QE. Pour le champ électrique, la valeur va être donnée par l'accélération. Donc, 2AD. La distance que je dois parcourir, que doit parcourir le proton dans le champ électrique. Alors, j'ai cette relation-là. Je résous pour obtenir la valeur de A. Donc, résoudre, obtenir les valeurs de A. Ça donne ceci. Je l'assigne à un nom. A. Comme ceci. Maintenant, si je regarde F égale MA, ça donne ceci. Et je peux isoler pour le champ électrique E. Et voilà, donc j'ai cette information pour le champ électrique. Et naturellement, il dépend de la distance parcourue. Et plus la distance va être grande, moins le champ électrique nécessaire sera grand. Et si vous voulez le faire sur une courte distance, bien naturellement, le champ devra être assez grand. Je vous rappelle qu'on pourrait le faire aussi de la façon suivante, en utilisant l'énergie cinétique du proton. Alors, c'est donné par ceci. J'ai mis des unités de joules, comme ceci. Alors, la masse du proton, sa vitesse, qui est connue, ça donne cette valeur-là en joules. Et la valeur d'énergie en joules, je peux la transformer par les unités qu'on appelle électronvolts. Alors, remplissez les unités. E minuscule, V majuscule pour électronvolts, comme ceci. Et si vous créez une différence de potentiel de cette valeur-là, vous allez pouvoir accélérer aussi le proton à la même vitesse. Maintenant, allons voir pour le rayon. Alors, de l'équation F égale QVB, le QVB, alors parce que la règle de la main droite, si on n'en tient pas compte pour l'instant, parce qu'on sait de quel côté le rayon va être. Et là, c'est la valeur numérique qui nous intéresse. Donc, QVB est égal à MA. Et A, c'est parce que c'est un cercle, c'est l'accélération centripète, et on sait que c'est remplacé par B carré sur R. Donc, le rayon va tout simplement être, si je mets le rayon ici, je descends QVB, donc MV sur QB. Comme ceci. Le V ici a simplifié la puissance au carré. Voici le rayon que j'aurai. Et la période va être tout simplement 2πr pour le périmètre divisé par la vitesse, comme ceci. Et la vitesse angulaire va être donnée par QB sur MP. Alors, un exemple, le cyclotron, qui est comme ceci. Alors, nous avons deux aimants.
comme ceci. Et nous avons deux plaques de métal en demi-sphère qui sont chargées de façon périodique. Voyez, alors quand celle-ci est positive, celle-là est négative. Quand celle-ci est négative, celle-ci est positive. Donc on doit fournir un champ électrique carré de cette façon-là. Alors, après combien, si on a une particule alpha, qui est 2 protons, 2 neutrons, on a une différence de potentiel entre les deux ici, qui est maintenue à 1000 volts. On demande après combien de tours complets les particules alpha auront-elles acquis une vitesse d'au moins 2 à la E6 mètres par seconde. On s'approche de la lumière. En B, quelle doit être la grandeur du champ magnétique du cyclotron pour que ces particules ressortent sous un rayon d'un demi-mètre. Alors après, vous voyez ici, il y a le rayon. Ensuite, accélération, nouvelle vitesse, nouveau rayon. Accélération, nouvelle vitesse, nouveau rayon. Et à un moment donné, nous allons arriver au bout ici et la particule va sortir. Okay. Alors, on veut qu'après avoir franchi un demi-mètre, on veut savoir quelle doit être la grandeur du champ magnétique pour ce faire. Quelle est la fréquence de l'oscillateur ici? Et quelle est la force totale de la particule entre les deux aimants? Lorsque nous sommes ici juste avant de sortir. Alors, pour faire les calculs, alors je charge les données que j'ai. Alors, je vais faire un restart et je vais charger les données. Bon, la lettre E est utilisée pour la variable, alors je vais m'assurer. Ok, bon, les données sont entrées. Voilà, alors l'énergie, nous savons que l'équation, ça va être la différence d'énergie cinétique, E fois N fois delta V, N étant le nombre de particules. Donc, nous avons comme condition initiale que l'énergie cinétique est nulle. La tension est 0. Et à partir du moment que nous entrons, nous allons voir que ECF final va être égal à E NV au passage. Parce qu'il y a 2 passages par tour et qu'il y a 4 particules, nous allons avoir donc une demi 4 MP d carré sur E2 des passages, comme ceci. Alors, si la vitesse que nous avons, c'est 2 à la 6 mètres secondes et que la vitesse, la tension de passage est de 1000, l'équation 2.3.1 devient 41.75. Le nombre de tours sera donc, alors, c'est ceci, divisé par 2. Et naturellement, ce sont des valeurs entières de tours, donc on peut dire que ici, ça va être 21 tours nécessaires. Alors, dans B, la grandeur de B en Gauss, alors on rappelle que 1 Tesla vaut 10 à la 4 Gauss. Ça va? Alors, nous avons qu'une demi est égale à 4 MPV sur 2 EB. Pour ce calcul, ça nous permet d'isoler le terme B. Alors, résoudre, isoler l'expression pour B, comme ceci. Et pour le convertir en gaz, donc j'ai dit que c'était, ça c'est en Tesla, donc on multiplie par 10 à la 4. Et voici la valeur en Gauss. Naturellement, je pourrais avoir fait la chose suivante, ce qui aurait peut-être été peut-être plus rapide. Alors, j'assigne à un nom pour B. Pas un nom, excusez, B est déjà écrit, donc je fais s'assigner un nom. B. Alors, nous avons la valeur B en Tesla, donc je viens dans les unités. Le Tesla est ici, comme ceci. Alors, j'ai cette valeur et j'aurais pu prendre
menu contextuel, unité, remplacer les unités par gaz, donc G, et j'aurais obtenu immédiatement 835 gaz. Alors en C, qu'est-ce qui est demandé en C? C'est quelle est la fréquence de l'oscillateur. Donc la fréquence va être tout simplement 2EB sur 2pi 4MP. Et à 5 valeurs décimales, ça donne une fréquence en Hertz de 136 000 Hertz. Alors, de l'équation de Lorentz pour D qui était la force totale, c'est ça, après un demi-mètre. Alors, la différence de tension, c'est 1000 le champ électrique va être 1000 mètres divisé par D, parce qu'on se souvient que les unités d'un champ, c'est volts par mètre, négatif, naturellement. Et je fais l'intégrale ici de 0 à D, moins E, ici, c'est la tension. Alors, nous allons charger le package étudiant. Alors, est-ce qu'il est déjà chargé? Non, parce que tout à l'heure, j'ai fait une réinitialisation, donc c'est pour ça que je dois le charger ici. Calcul vectoriel étudiant. OK, donc là, je peux faire les vecteurs. La vitesse en X, en utilisant les chevrons, encore une fois. La valeur de mon champ en Tesla et le vecteur champ électrique qui va être comme ceci. Notez que j'ai mis une troisième dimension parce qu'on sait très bien que si on veut faire le produit vectoriel, ça prend des vecteurs en 3 dimensions. Donc avec l'équation de Lorentz, j'obtiens ceci pour la force. Ceci. Alors, plus D sera petit entre les deux demi-sphères, naturellement le terme ici à toute fin pratique, on peut considérer qu'il est nul et on n'a pas à s'en occuper, vraiment. Alors, je vais passer tout de suite à ceci, dans le mouvement hélicoïdal, juste pour donner l'information qu'on sait que tout à l'heure on a vu que la période est donnée par 2πm sur QB. OK? Par définition, dans un mouvement hélicoïdal, alors si vous avez une particule qui se déplace dans un champ magnétique, alors il va tourner en faisant un mouvement hélicoïdal. Alors si vous avez un tube, par exemple, enroulé comme une bobine d'induction, eh bien l'électron va faire en 2 dimensions dans le plan du tube, ça va être un rayon. Et à chaque fois qu'un tour va être fait, parce que la particule a une certaine composante en Z, donc la particule va avancer et ce pas va être proportionnel à la vitesse fois la période. Okay? Parce que une vitesse fois un temps, ça donne une quantité, une distance. Donc ça donne V au Z 2πm, ce qu'on a trouvé ici pour la période. Et l'équation paramétrique d'une ellipse est donnée par x de t égale x0. R, c'est le rayon. Alors, on sait comment trouver le rayon. On l'a calculé tout à l'heure. Il suffit juste d'ajuster l'argument du cosinus de telle façon que lorsqu'un tour complet est fait, okay, on peut marquer ici, par exemple, on peut marquer t égale 1. Alors, qu'allons-nous devoir marquer ici avec 2π? Il va y avoir un facteur à rajouter pour tenir compte que dans une période, en fonction de la période du temps ici qui est donnée, OK, il va y avoir un tour complet de fait. Même chose pour ce qui est de Y. Et Z, c'est la direction du cylindre. Donc, c'est Z0 plus P. Alors, P est donné, c'est V au Z. Alors, il est donné, c'est ici, V au Z, comme ceci. Avec le temps. Donc, après un cercle, il va avoir avancé d'une distance qui est donnée par ceci. Alors, il ne reste qu'à faire des assignations adéquates et vous allez pouvoir tracer facilement en 3D
l'ellipse donnée par, pas l'ellipse, mais l'hélicoïdale que vous allez obtenir. Bon, alors, nous devons continuer parce que nous avons encore beaucoup de choses à montrer. Alors, prochain problème, je vais aller dans la loi de Faraday. Alors, et nous allons faire le problème suivant. Alors, nous savons que si nous avons une surface quelconque, délimitée ici par le triangle, pas le triangle, non, le parallélopède, alors, ici, c'est une surface, S, et si j'ai une tige ici d'une certaine longueur, dl, se déplace à l'intérieur ici, donc la surface va diminuer, et ce faisant, il va y avoir un courant induit dans la plaque de métal qui va se déplacer selon L, comme ceci. Alors, j'ai un champ magnétique quelconque, et le vecteur normal à la surface est donné comme ceci, et nous savons que c'est un produit scalaire ici que nous allons avoir à utiliser. Alors, on veut calculer la force électrique induite FEM dans ce cas général, et ensuite nous allons l'appliquer à un circuit fermé comme ceci. Alors, nous avons deux plaques de métal et notre tige de métal qui se déplace sans friction sur les tiges ici, à une certaine vitesse qui est proportionnelle à la force appliquée. Okay? Et on veut calculer quelle va être la FEM induite. Alors, si il y a un courant, si nous mettons une résistance ici, donc nous avons une distance L ici, donc parce que le flux magnétique change, parce que la surface change, alors la FEM induite va créer un courant qui va se déplacer comme ceci, parce qu'en se déplaçant, nous savons qu'il y a une force magnétique qui va être produite pour contrebalancer cette force, pour compenser la perte de la surface, et c'est ce que nous allons calculer. Donc, première étape, alors de la loi de Lorentz. Alors, nous savons que pardon, désolé, j'ai une mauvaise grippe. Alors, l'élément de potentiel va être donné par le négatif de EDR, ou le gradient, si vous vous rappelez, là, que le gradient négatif de la tension va donner le champ électrique. Donc, la tension va être égale à V fois B fois DL. Ce qui veut dire qu'en se déplaçant, il y a une différence de potentiel qui va se créer. Et nous allons voir que les charges vont s'accumuler aux extrémités de la tige. OK? Et ceci en sachant que la vitesse de déplacement est égale à DL, DT, DL sur DT. OK? Alors, c'est le L, là, si je vous rappelle, c'est dans l'image, c'est ici. Au fur et à mesure que ce DL va se déplacer le long de... Le DT va se déplacer le long de DL. Donc, avec cette relation, nous allons obtenir DE sur DL. Donc, DL sur DT, DB et scalaire DL. J'intervertis ici un des deux termes pour amener le DL ici puis le B ici. Donc, il va y avoir un négatif qui apparaît au niveau des vecteurs. Ça me donne ceci. Et DL, produit vectoriel B, c'est le DS. Donc, l'élément de FEM induite va être produit par le champ magnétique fois DS sur DT, c'est-à-dire à quelle vitesse la surface change. Et on sait aussi que cette variation potentielle va dépendre, donc va dépendre de moins d phi sur dt, phi le flux magnétique. Donc le flux magnétique est égal à BDS. Et les charges vont s'accumuler ici aux deux extrémités jusqu'à temps qu'il y ait une égalité entre le champ électrique et la force de la glace qui va être créée ici. Donc E total maximum va être donné par V, la vitesse de déplacement et le champ magnétique. Donc c'est les équations que nous allons utiliser.
Donc, le flux est donné par BL dx. Donc, dφ sur dt va être égal à E. Donc, on a un moins qui va apparaître ici, moins B, L, et dx sur dt va donner V. Et le courant va être équivalent à un circuit qui serait conçu de la façon suivante. Alors ici, la force électromagnétique est donnée par le déplacement, la variation du flux dans le champ magnétique, et ça donne un circuit dans lequel le courant va se déplacer de cette façon-là. Alors, si on regarde notre cas précis, donc, nous avons notre flux, le courant, on sait que F est égal à la force magnétique va être égale à IL vectoriel B. Cette force magnétique ici peut être écrite comme MA, donc M dV sur dt. Oui. BLV sur R, IB. Le BLV vient ici, de notre calcul du courant. Donc, nous avons cette relation. Si nous regardons cette relation, pour le terme de droite, je vais faire la chose suivante. Je vais prendre le M ici que je vais venir diviser ici. Ça va? Le V qui est ici, je vais le descendre ici. Et le dt, je vais le mettre du côté droit, comme vous avez appris. Donc, pour intégrer le terme de gauche, ça va être 1 sur V de V0 à V. Et en faisant l'intégrale ici, que j'ai fait en prenant une intégrale définie, mais parce qu'on a un 1 sur V, il est important de dire que V0 et V sont plus grands que 0 pour éviter d'avoir ici une division par 0. Okay? Parce que si vous ne marquez pas, assume que ces valeurs sont positives, l'intégrale ne marchera pas. Alors, j'ai 1 sur V qui donne ceci, et à droite, okay, tous ces termes-là, B, L carré, MR, sont constants. Donc, il me reste tout simplement dt. Alors, j'ai fait une intégrale définie ici, et le f a été remplacé par 1. Donc, voici ce que j'obtiens. Alors, si je prends le résultat suivant et le résultat suivant aussi, vous allez avoir ici ln de v divisé par v0 est égal à moins. Alors ici, il y avait un moins que j'ai oublié de transférer ici. Alors, théoriquement, j'aurais dû mettre un moins comme ceci. Et je remplace mr sur b carré l carré par la lettre tau. Donc, on obtient t sur tau pour le terme ici. Comme ceci. Et là, on peut solutionner pour v, un menu contextuel. Résoudre, obtenir les solutions pour V. Et voilà, on a un terme exponentiel. Donc, les vitesses, le courant et la femme induite seront décroissants. Alors, V ici, mais Paul aurait dû marquer 2.3.4, comme ceci. La tension induite va être égale à ceci, et le courant va être égal à cela. Un exemple amusant. Par exemple, si je prends la même situation, mais je prends maintenant un U vertical en métal, comme ceci, avec une légère inclinaison verticale pour s'assurer que la barre touche tout le temps qu'elle descend, sous l'effet de la gravité, mais une inclinaison tellement petite que ça, tout fait dire que ça ne change pas la valeur de G. Et en descendant, ça va être une lutte à finir entre Fm et Fg, c'est-à-dire qu'il va y arriver un moment donné où Fm et Mg vont être égales en intensité, mais de sens opposé, et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus d'accélération, et parce qu'il n'y aura plus d'accélération, la barre va descendre à une vitesse constante. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, nous savons que la tension va être donnée par moins BLV. Ici, c'est un N majuscule parce que c'est ce que j'ai marqué ici pour la largeur. Le courant induit est égal à ceci. Nous l'avons vu dans le problème précédent. Et la force magnétique est égale à ceci. Alors, sachant ces valeurs, vous allez avoir que la force magnétique,
Donc, I induit LB doit être égal à NG. Voilà. Alors, en remplaçant I induit par BLV qui est ici, alors si on le fait, je peux avoir ceci. B, j'aurais dû faire un redémarrer par exemple. Je vais faire un redémarrer pour ne pas traîner de valeur précédente. Alors, E, I induit. Remarquez ici que parce que j'ai utilisé la lettre I toute seule, alors apparaît un problème très dangereux dans mes pôles. Le I majuscule devrait toujours être restreint à un nombre complexe. OK, alors, quoique ceci soit agréable à l'œil de marquer ceci, il aurait été préférable de tout simplement marquer I, disons N, pour induit. Comme ceci. Je vais assigner cette valeur de courant induit. Donc, assigner un nom. Comme ceci. Et ici, je vais absolument enlever ça et je vais marquer IN. Comme ceci. Et là, vous voyez que le I a été remplacé par la valeur définie. Et je vais assigner cette valeur ici à FM. Assigner un nom. Comme ceci. Et là, j'aurais pu marquer FM égale à M fois G. Et vous remarquez maintenant, effectivement, que V va être égal à MGR sur B carré L carré V. Ceci est la vitesse terminale que va obtenir la tige en descendant, et cette vitesse est obtenue très rapidement. Calcul facile à faire. Bon, le reste, c'est du traçage, mais le temps est parti s'écoulant rapidement. Ici, c'est pour si on considère le champ non constant. On va donc passer à un autre problème. Alors, le prochain que j'aimerais faire... disons rapidement, nous allons faire celui-ci. Bon, donc c'est des circuits que vous avez déjà vus. Allons plutôt d'aller rapidement, justement. Prenons le temps de regarder un dernier problème. Si nous pouvons en faire un. Et nous allons faire celui-ci. Voilà. Alors, j'ai un circuit RLC branché à une source de courant continu, courant alternatif, sinusoïdal. Alors, vous remarquez que le dessin a été fait dans MapleSim aussi. Alors, pour le confirmer, nous allons venir ici et je vais fermer ce document. Et là, nous faisons 8.4. Alors, venons dans 8.4. Alors, vous voyez, voilà le courant, le circuit que j'ai fait. Donc, dans mes pôles, ici, ça c'est le graphique de tout à l'heure. Je vais le fermer pour soulager la mémoire un petit peu. Ok, alors nous avons une inductance de 30 mA, un condensateur de 40 microfarad et une résistance de 50 kΩ. Et nous le branchons à une source sinusoïdale de 110 fois sinus de 377 fois T, autrement dit mieux connu sous le nom de 60 Hz. Et on veut tracer le graphique de la tension et du courant aux bornes des éléments constituant le circuit. Donc, allons voir ce que nous allons faire avec ça. Alors, première chose, je vais vous montrer que j'ai utilisé ici une tâche prédéfinie qu'on peut retrouver si vous venez dans Outils, Tâches. Alors, vous faites naviguer dans Algebra ici et l'arithmétique complexe. Vous avez ici fixer l'unité imaginaire. Alors, c'est bizarre qu'aujourd'hui les accents ne soient pas reconnus correctement, mais enfin, si vous insérez le contenu minimal, c'est ceci qui va apparaître. L'avantage de ceci, c'est que, regardez, je vais venir accéder aux settings, et au lieu de prendre par défaut le I majuscule, je vais prendre J comme étant le nombre complexe. Alors, je l'ai assigné, et vous pouvez remarquer que si je fais J carré, j'obtiens -1. Et quand je vais utiliser I tout à l'heure en majuscule pour le courant, il n'y aura pas de confusion. Je vais utiliser aussi la notation complexe. Alors, un courant alternatif va être donné par ceci. Alors, si j'ai une tension
sinusoïdale. Le courant va être donné par la même fonction, mais ici, ça va dépendre de si oui ou non il y a une phase, mais on peut la mettre d'emblée. Et le I ici, c'est le courant moyen qui est défini par la fonction de la racine de notre calcul de la valeur d'une fonction moyenne, le I courant moyen. Alors, ici, c'est la moyenne d'une fonction. Si vous venez dans les assistants, dans les tuteurs, je crois, dans pré-calcul, non, donc c'est calcul, non, c'est calcul une variable ou deux. Moyenne d'une fonction. Alors, si vous ouvrez ce tuteur, ok, vous pouvez entrer une valeur ici d'une fonction. Alors, disons que je prends 110 fois sinus de 25 fois t. De 0 jusqu'à... Alors, si j'aurais pris t tout court, ça aurait été de 0 à 1. Ça aurait peut-être été plus simple. Alors, t, donc la période, c'est de 0 jusqu'à 2 fois pi. Quand vous prenez p majuscule i, vous pouvez noter ici sur la palette expression, quand vous êtes à... Vous cliquez ici, c'est l'équivalent de pi. On fait l'affichage. Ça donne ceci. Et sur un cycle complet, ça donne 0, naturellement. Mais si je l'avais mis seulement que de 0 à pi, le i moyen est donné par ceci. Vous voyez, c'est le courant moyen sur une période. Alors, c'est exactement ça que j'ai fait. Et vu que c'était i au carré, parce qu'en électronique, c'est ce qu'on utilise, alors, j'ai fait donc le radical, j'ai calculé sur une période de i carré, et c'est ce qu'on appelle ici le courant effectif, qui est le courant moyen fois radical de 2. Dans un circuit de Newman, qui est la méthode Newman, c'est de nœud ou de maille, en tout cas, peu importe, là en ce moment ça me vient pas à l'idée, mais donc la tension va être donnée par la tension moyenne sinus oméga t, donc c'est la tension effective en multipliant par radical 2 de oméga t, et le courant, même chose, va être le courant radical 2, plus une phase. On sait maintenant que vous avez appris que pour une résistance, si je vais de A à B, ok, ici c'est un gain RI, de A à B, pour une inductance, c'est L DI sur DT, et pour un condensateur, c'est 1 sur C intégrale de I dt. Alors, si je regarde l'équation différentielle de mon circuit initial ici, vous voyez, alors je pars mon courant ici, en faisant le tour, ici, jusqu'à la tension, un circuit complet, j'obtiens cette équation. Alors, cette équation est un peu embêtante parce qu'il y a des dérivés là-dedans, ici, DI sur DT, et aussi une intégrale. Alors, on appelle ça une équation intégraux-différentielle. Généralement, ce sont des équations difficiles à fonctionner et pour parfois absolument pas solutionnables. Il existe beaucoup de méthodes mathématiques qui nous permettent de résoudre ce type de problème-là. Le plus simple, c'est de tout simplement penser à ce qu'on pourrait dire, ce qu'on appelle la notation complexe pour le circuit. Alors, vous connaissez sûrement le fait que si vous avez une fonction sinus et qu'on l'exprime sous forme exponentielle, ça va donner ceci. Une combinaison de deux termes en nombre complexe. Ça va. Et parce qu'une solution donnée par un nombre complexe peut aussi être une combinaison combinaison linéaire de solutions, alors je peux marquer que la tension va être égale à V radical 2 pour avoir la tension effective I J oméga t. Et l'autre, le courant, je vais mettre I radical 2 aussi, et je vais prendre J oméga t, mais aussi phi, comme ceci, en utilisant la propriété de l'exposant d'une somme, c'est le produit de l'exposant des deux termes, comme ceci.
OK? Alors, l'équation 1, si on profite de l'équation qui est ici et qu'on applique les dérivés et tout ça, vous allez obtenir, au lieu de cette équation intégro-différentielle, pour la tension, alors vous allez avoir la tension est égale à R, comme ceci, avec comme, vous voyez, vous avez, j'ai sorti en facteur le radical 2, parce que c'est IR, IL et I sur C, comme ceci. Et j'ai mis un déphasage à tous, comme ceci. Nous allons le calculer tout à l'heure. Alors, si je me prends tout ceci, cette équation intégro-différentielle devient tout simplement une équation algébrique, si on peut dire. Je simplifie le J oméga T de chaque côté. Je peux aussi simplifier les 2 radical 2, en fin de compte, de chaque côté. Alors, j'aurais pu tout simplement enlever ceci et ce terme. Et voici l'équation, et qui est tout simplement une équation algébrique sur laquelle nous pouvons travailler. Et je remplace le V par un V bar comme ceci, en profitant de cette signification-là ici, comme ceci. On ne perd rien en généralité pour la solution de la somme. Donc, maintenant, c'est notre équation algébrique que nous pouvons solutionner ici et qui représente le circuit qu'on est là. Le terme entre parenthèses, ok, généralement on appelle ça l'impédance complexe du circuit, Z bar, comme ceci. Donc, encore plus, de façon plus raccourcie, nous avons que la tension est égale à ZI, donc V est égal à RI. Et ici, c'est une impédance complexe dans laquelle est inclus une résistance, une inductance et une capacitance. Donc, si j'isole pour Z, j'obtiens V sur I, comme ceci. Et on sait que ça va tout simplement être un V, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué un U ici. V sur I, E moins J alpha, J phi, qui est le déphasage. Donc, ça donne ceci. Parfois, l'impédance est écrite sous cette forme, c'est-à-dire qu'on sépare la partie réelle et la partie complexe. Donc, c'est R, qu'on appelle la résistance tout simplement, et X, maintenant, qui est le terme entre parenthèses ici, est la réactance. Et si vous allez dans Wikipédia, pour cette définition-là, c'est Wikipédia. Faites une petite erreur ici, on va enlever le N. Wikipédia, pour réactance, vous allez avoir la réactance d'un circuit électrique et la partie imaginaire de son impédance induite, due à une inductance et un condensateur. Et vous avez certaines définitions ici qui sont établies en fonction de la valeur de la réactance, elle est positive égale à 0. Alors, si c'est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de conducteur ni d'inductance, donc naturellement, il n'y a que la partie réelle qui est R, qu'on connaît très bien. Donc, de cette façon, nous allons avoir, pour chacun, il n'y a pas de déphasage pour la résistance. On sait qu'elle est en phase avec la tension et le courant, ce qui n'est pas le cas pour l'inductance et le capaciteur. Alors, voici le résumé. Donc, en notation complexe, ça va nous permettre de simplifier une intégrale difficile. Bon, ici, c'est des informations supplémentaires que je donne sur les circuits. OK. Avec oméga 0 qui est la pulsation propre du circuit et F0 qui est la fréquence propre. OK, donc nous allons continuer pour la solution de notre circuit. Alors, on a dit que c'était du 60 Hz, 40 microfarad, une tension donnée par ceci, une résistance et une inductance. Vous voyez, j'utilise les nombres complexes. Donc, l'impédance est donnée par ce terme-là. Ah, c'est ça. C'est ça que je voulais montrer. Comme ceci. Et on pourrait faire varier, en faisant varier le t ici, pour différentes valeurs de t. Vous allez avoir donc ici la ligne droite, ensuite vous allez avoir une ellipse, ensuite vous allez avoir un cercle. Alors, il y a moyen de faire une animation pour différentes valeurs de t. Et c'est assez intéressant, vous allez obtenir toutes les figures de Lissajous possibles et imaginables sur ce circuit pour le courant.
Alors, vous avez ici donc le courant qui est cette partie-là, j'ai fait tout à l'heure. Donc, le courant est assigné. Je le transforme en forme A plus BI, comme j'ai fait tout à l'heure, la carte complexe, A plus BI. Donc, je prends uniquement la partie réelle. Pour la tension, nous avons obtenu ceci. Je prends uniquement la partie réelle, alors je pourrais prendre ceci et le mettre en forme polaire aussi, comme je viens de faire, donc forme ABI. Vous voyez, je prends la partie ici, la partie réelle seulement. OK. Alors, ça... Pourquoi aurais-je mis 0.0022? Alors ici, ce n'est pas la bonne valeur, c'est vraiment 110 que je devrais mettre là. 10. Et c'est un cosinus. Mon Dieu, je vais faire la prochaine fois que je corrige mes documents pour ça. Alors, voilà. Donc, oméga, c'est 2π60. Donc, le temps, c'est 2π sur oméga. Donc, 1/60e. Nous allons tracer les deux, le courant et la tension. OK? Et sur 4 fois la période, qui est 1/60e. Donc, voici mes deux fonctions. Constructeur de graphique. Comme ceci. De 0 jusqu'à 4 fois t. 4 fois t. T a été assigné à 1/60e. Ceci. Et voilà. Maintenant, croyez-le ou non, il y a deux fonctions dans ceci. Alors, ce que je vais faire, je vais tout d'abord ajouter un deuxième axe. Comme ceci. Je vais mettre en surbrillance une des fonctions. Et je vais l'envoyer sur le deuxième axe. Comme ceci. Et vous voyez, il y a deux fonctions. Alors, si j'en clique sur une en ce moment ici, comme ceci, et que je l'enlève, voyez, voici le courant du circuit avec le courant, avec la tension qui est produite. Et on note que c'est en phase. Au total, vous avez un déphasage total de 0, parce qu'on se rappelle, pour l'inductance, c'était π sur 2, et le condensateur, c'était moins π sur 2, donc 0. Alors, les deux sont confondus sur le même graphique. Et théoriquement, si je fais ci, comme ceci, vous voyez, là, tout s'est mis ensemble. Et voilà. Bon, eh bien, le temps imparti est terminé. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir patienté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Et comme vous pouvez voir, il y a encore de nombreux problèmes que j'aurais pu faire. Donc, les possibilités d'utiliser mes pôles en électromagnétisme sont assez grandes et ça vaut la peine de s'y intéresser. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, positifs ou négatifs pour peu que le tout soit constructif, ça va me faire un plaisir de vous lire. Envoyez le tout à info@maplesoft.com. N'oubliez pas de mettre dans le sujet entre crochets physique cliquable. De cette façon, je vais recevoir vos courriels le plus rapidement possible. Merci beaucoup et à la prochaine.